Pour vous donner un peu le cadre général de ce travail, je me suis lancé depuis quelques mois dans une entreprise d'exploration des potentiels créatifs que peut avoir l'utilisation des techniques radiophoniques dans des contextes pédagogiques en général et dans le domaine de l'éducation musicale en particulier. Alors la force ludique de cette approche et la fonction d'ouverture qu'elle présente lui donne une attractivité immédiatement reconnaissable. Autrement dit, en fait, il n'est pas très difficile d'intéresser les enfants à des jeux musicaux sous forme d'une activité présentée par exemple comme un atelier radio. Mais pour autant, il s'avère qu'entrer dans les questions éducatives à partir d'une technique qui est celle de l'enregistrement sonore se pose très vite en décalage avec les approches pédagogiques musicales consacrées. Alors pour essayer d'un peu, avant de vous montrer, enfin de vous faire part de l'expérience que j'ai pu mener avec les comptines, pour essayer de thématiser cet écart, je voudrais vous reporter un cas qui a été raconté par Maurice Marteneau, le cas d'une jeune fille de 14 ans dont l'intérêt pour la musique décroissait sensiblement à force d'échecs, alors qu'elle était arrivée à un niveau de solfège assez avancé pour pouvoir aborder les changements de clés, et un niveau de piano qui lui permettait de jouer les sonates de Beethoven et les romances de Mendelssohn. Et quand sa mère, Madame M, apporte sa fille à Marteneau pour faire une sorte de diagnostic, pour repérer ce qui ne va pas, Marteneau raconte: pour sonder ses diverses facultés, je lui demande de me chantonner le thème d'une des romances. Impossible, elle ne trouve pas l'air, mais se mettant au piano, elle me le joue facilement. Même essai sur une autre romance, même résultat. Troisième essai, vous connaissez des mélodies populaires très faciles, elle cite à la Clairefontaine, puis la chante avec les paroles correctement. Je lui demande de jouer cet air au piano, même impossibilité. Enfin, j'en viens à Frère Jacques, malgré de longs tâtonnements, résultat tout aussi négatif. Je lui joue ensuite un thème de 5 sons, elle le reproduit facilement en jouant, je tente une dictée musicale écrite de niveau moyen, elle la réussit bien. Donc une fois comme ça ces tests terminés, Marteneau en conclut que la jeune fille a bien toutes ses facultés, y compris musicales, mais que ces blocages viennent d'ailleurs. Il écrit « Elle se trouve totalement dépourvue de pensée musicale pure, laquelle a été absolument annihilée par un travail ridiculement machinal. Elle ne peut chanter les thèmes des morceaux qu'elle sait par cœur parce que l'air ne chante pas dans sa tête. Par contre, ses doigts retrouvent les touches par mémoire musculaire. Elle chante les mélodies populaires parce que soutenue par les paroles, mais le son mental à peu près inexistant n'a jamais dirigé ses doigts, ce qui la rend incapable de retrouver les touches correspondant à l'air. » Et en fait, c'est un point crucial dans la pensée de Marteneau, c'est que si les chansons enfantines sont tellement importantes dans l'éveil musical, c'est d'abord parce qu'elles doivent permettre l'épanouissement de la dite pensée musicale pure avant l'intervention du solfège ou de quelques savoirs de formalisation. Parce que la dite pensée musicale pure est un tel absolu pour Marteneau qu'il s'agit d'introduire le solfège et tout ce que l'enseignement musical peut avoir de technique, de l'introduire avec précaution, de façon très récurrente. Marteneau, comme ça, souligne les pouvoirs inhibiteurs que les processus analytiques, les contraintes du solfège, les exercices musculaires auxquels les élèves pianistes peuvent se trouver confrontés peuvent avoir. Alors, le développement de la formation musicale va même reposer dans la formalisation proposée par Marteneau dans sa méthode de 1952 sur certains stades de développement qui supposent de serrer les difficultés, pour ne pas dire de les hiérarchiser, pour en ménager les apparitions et rester en prise maximale avec cette pensée musicale pure avec laquelle on serait donc en contact avant même tout contact avec le solfège. Et tout le travail du pédagogue, formalisé par Marteneau, va consister donc à mettre les difficultés dans le bon ordre, à trouver quelle est la meilleure voie pour que les enseignements techniques soient dispensés pour servir l'épanouissement de cette pensée musicale pure qui est défendue un peu comme un vitalisme, mais cette fois dans un cadre pédagogique, un vitalisme téléomorphique, également présent chez Edgar Willems, qui ne laisse pas prise donc pour un système de valeurs sinon plus individuel, en tout cas possiblement plus évolutif, ou de ce qu'on commence à appeler justement dans les années 50 autour d'Hélène Pic, en théorie de la motivation, l'instrumentalité,
qui est une sorte de tournant anti-mécanique pour le coup dans les histoires des théories de la motivation, l'instrumentalité, concept pour relever l'impact de la probabilité du résultat d'une action sur la valeur de cette action. Et s'il s'agit d'apprécier donc la relation qu'il peut exister entre la valeur d'un objet et les différentes conséquences d'un résultat qui permet d'accéder à ce même objet, la théorie de Hélène Pick pose que la composante affective de la valeur de cet objet ou de cette action peut se thématiser par la multiplication de la satisfaction qu'on en tire et de l'instrumentalité de chaque conséquence attendue. Alors s'il y a un avantage pour nous à développer par cette théorie une sensibilité à la dépendance entre la valeur d'une action et la probabilité de son résultat ou de sa réussite, c'est que le fait de l'enregistrement d'enfants qui chantent, cet enregistrement va mettre un accent de pertinence sur des productions vocales qui s'exercent pourtant à titre de tentative et ce faisant va suspendre l'instrumentalité et exciter un effort de redéfinition des critères de satisfaction. Mais s'il doit y avoir un défaut, pour le coup, c'est qu'en opérant une suspension de l'instrumentalité, on annule le processus de la motivation de type carotte quand on fait quelque chose parce qu'on sait ce que ça va rapporter. Mais on a alors du mal intrinsèquement à pouvoir resituer quelle va être effectivement la motivation des enfants à se prêter à ce type d'exercice. Il est donc difficile de dire ce qui les a motivés à, c'était la consigne, chanter une souris verte sur l'air d'Au clair de la lune, ce qui revient donc à chercher des motifs au-delà du plaisir à jouer, auquel participe et qu'entend souligner la présence du microphone. Que ce soit dans la méthode Martenot de 1952 ou même dans une littérature pédagogique plus récente comme les 70 activités de saison d'après la pédagogie Montessori, publiée par Brigitte Eckert aux éditions Erol en 2012, chaque fois la comptine est abordée comme un support à partir duquel les enfants peuvent alphabétiser leurs gestes et développer un rapport langagier au mouvement de leur corps. C'est comme un classique de l'éveil musical, la pédagogie Montessori, qui propose comme ça des jeux de phonomimie, donc des jeux d'association entre gestes et sons, ainsi fond, 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 mes mains sont donc des marionnettes, et d'où le problème de raisonnement. Est-ce que mimer la comptine va servir à apprendre les fonctions tactilo-kinesthésiques de la main ou sert encore mieux l'apprentissage ou la résignation à des usages inconséquents de la métaphore? La question est en fait à peine caricaturale quand on met côte à côte deux niveaux du discours pédagogique. D'un côté, la littérature de promotion de l'éveil musical qui est formelle sur l'idée qu'il est bien difficile, sinon utile, de séparer le sonore du visuel, du tactile, de la motricité, mais d'un autre côté, qui adopte le principe d'une écoute active qui justifie une éducation de l'écoute et par conséquent une alphabétisation de l'appréhension de la musique. Et pour finalement défendre la légitimité du solfège, il s'agit d'empiler les difficultés dans le bon ordre et de condamner les démarches qui confronteraient les enfants à des difficultés désordonnées, comme, semble-t-il, cela a été le cas de la fille de Madame M rencontrée par Martenot. Mais dans tous les cas, en allant des préconisations de Kodály en matière de chansons populaires dès le premier âge jusqu'à l'ordre des apprentissages défini par Edgar Willems ou Maurice Martenot, la comptine occupe un statut canonique de stade préalphabétique de l'apprentissage de la musique. Et dans ces termes, l'exercice qui consiste donc à proposer aux enfants de chanter une comptine avec la mélodie d'une autre revient à organiser une sorte de conflit d'adaptation entre la concentration auditive et l'appréhension des paroles. L'exercice donc consistait à faire chanter une souris verte sur l'air d'Au clair de la lune. L'ambiance générale était cependant donc à s'amuser des erreurs que ça produisait de toute façon, à jouer avec la difficulté, puisque cela produisait plusieurs types de distorsions qui étaient tantôt les distorsions du texte, tantôt des distorsions de la musique. Les distorsions du texte étaient essentiellement de deux ordres. Le premier qui est une sorte de distraction qui arrivait surtout avec les enfants les plus petits, puisque j'ai mené l'expérience sur une vingtaine d'enfants qui avaient entre 4 et 10 ans, et il y avait simplement une sorte d'effacement progressif de la consigne au moment de l'appliquer, et au bout d'une ou deux phrases, on rétablissait les paroles originales d'Au clair de la lune. Donc ça donnait des enfants qui chantaient une souris verte qui courait dans l'air, mais sur l'air d'Au clair de la lune, pour dire après « prête-moi ta plume pour écrire un mot ».
Le fait donc comme ça de revenir au texte original laisserait penser que l'effort de mémorisation de la mélodie nécessiterait le passage par le texte et que dans la comptine, le souvenir de la mélodie est donc indécollable du souvenir du texte, d'où la difficulté de l'exercice. Et puis il y a eu un autre ordre de distorsion du texte qui, lui, tenait au contraire à une maîtrise de l'exercice où des mots devaient être répétés pour pouvoir rentrer dans la métrique de l'autre comptine. Donc je vais vous faire écouter l'exemple inverse où c'est « Au clair de la lune » qui est censément chanté sur l'air d'une souris verte. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Alors, on ne reconnaît pas forcément une souris verte, mais il y a le dédoublement du mot « morte » qui laisse bien dire qu'on réagence le texte pour pouvoir rentrer dans la chose. Alors, ce sur quoi je voudrais surtout m'arrêter, ce sont les distorsions de la ligne mélodique, qui étaient des distorsions assez variées. Alors, voilà un premier exemple. Je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs. On pourrait parler en fait de perte de repères mélodiques. Une chanson aussi connue qu'Au clair de la lune ne laisse pas finalement sa mélodie facile à convoquer quand on obéit à la consigne de chanter les paroles d'une autre chanson, d'une souris verte. Et quand on sent venir l'attention vers la mélodie originale, on pourrait alors se dire que c'est une manière de retrouver ses repères, c'est-à-dire de laisser tomber la consigne un peu discrètement pour revenir à l'air original. Et c'est ce qui est arrivé en fait assez souvent. Là, voici un exemple de quasi-retour. Et en fait, ce qui s'est produit dans pas mal des cas, c'est que exactement comme dans la déviation, dans la distorsion du texte qu'on sait au moment du troisième segment qu'on revient sur les paroles d'Au clair de la lune, eh bien c'était au troisième segment, donc dans le passage de Qui courait dans l'herbe à Prête-moi ta plume, que est venue la bifurcation vers le retour à la mélodie originale. Voilà, et là, il était effectivement sur le point de revenir à la mélodie originale, donc celle une souris verte. Alors c'est là qu'il pourrait être question de diffluence, donc de risque de perte de la maîtrise de la structure de la comptine. Le terme de diffluence pourrait s'entendre dans un sens psychologique, comme symptôme de schizophrénie, et l'épreuve d'un texte si attaché à sa mélodie que sa projection sur une autre mélodie viendrait troubler les repères et comporterait donc à ce titre une sorte de danger de perturbation psychique. Mais aussi on peut parler de diffluence dans une acception plus météorologique. Il y a une déformation du champ de pression. L'avantage de prendre une acception plus météorologique, c'est de garder la diffluence toujours en contact, en rapport avec une confluence, de sorte qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude, mais que de la curiosité, à savoir à quel moment les enfants reviennent à la mélodie originellement associée aux paroles. Alors c'est plus ou moins tardif, voici un premier exemple. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Donc là, il y a une espèce de détonation sans qu'il y ait forcément retour à la mélodie originale. En revanche, là, il y a un retour à la mélodie originale très tardif. Mais c'est le cas d'un enregistrement polyphonique où les enfants chantent tous en même temps, donc essayent de se maintenir dans l'air d'Au clair de la lune. Une souris verte qui courait dans l'air, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, sortez-la dans l'eau, ça sera un escargot tout chaud. Alors il y a le tout chaud, là je vais y revenir sur le problème de l'intervalle très important et dont on ne trouve pas forcément l'équivalent dans Au clair de la lune. Là, en fait, où le texte n'est quand même pas marqué au fer rouge mélodique qui viendrait rendre l'exercice douloureux pour les enfants, c'est qu'il y a
dans la possibilité ou peut-être la stratégie de détournement de la consigne, la possibilité de pousser l'hésitation mélodique à simplement s'occuper, à neutraliser les intervalles les plus grands, qui seraient justement alors perçus comme des critères de reconnaissabilité de la mélodie. Et donc, on a l'exemple d'une souris verte chantée avec des intervalles moindres qu'il ne faudrait, même si ça reste la souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Consisterait presque à sous-chanter de manière justement à annuler la difficulté de l'exercice. Là, on a un autre cas qui est quasiment du chanter parler du coup. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour l'amour de Dieu, cette espèce de sérialisation des deux dernières syllabes qui, pour le coup, serait comme une espèce de citation du tout chaud de la souris verte, puisque là, c'était l'exercice inverse de chanter au clair de la lune avec l'air de la souris verte. Alors, j'ai un autre cas du même enfant. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Avec à nouveau la séparation des deux dernières syllabes. Alors, s'il s'agit comme ça d'essayer de neutraliser la dimension mélodique de la chanson au lieu de passer véritablement d'une mélodie à l'autre, il faut dire donc qu'il y a ce problème de différence d'ampleur intervallaire entre une souris verte et au clair de la lune. Même si, en fait, tout dépend de la mélodie sur laquelle on a appris une souris verte. Je me suis aperçu que moi-même j'avais appris une souris verte avec moins d'intervalles qu'il y en a sur les partitions. J'ai tendance à chanter une souris verte avec entre vert et te un intervalle pas si important, alors que la partition la plus répandue est une version en sol majeur qui distribue les 6 premières syllabes une souris verte sur sol, 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 la, sol, ré. Hauteur répétée sur les syllabes qui couraient dans l'herbe. Et alors que tous les enfants ne font pas toujours attention de chanter en sol majeur, en tout cas ils sont assez rarement un intervalle aussi grand que la carte entre sol et ré que la partition prévoit. Voilà un autre exemple avec des intervalles restreints. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Et là, tout chaud, c'est pareil, c'est censé être beaucoup plus écarté. Alors en même temps, cet amoindrissement des intervalles semble dire au fond que quelque mélodie qu'on fasse, le fait même de mélodiser le texte d'une comptine revient jamais qu'à une petite agitation intonative du texte sans que l'attachement de telle mélodie à tel texte puisse être si décisive que ça. Alors après, il s'agissait de demander l'interprétation que les enfants eux-mêmes faisaient de la difficulté qu'ils pouvaient rencontrer en faisant l'exercice. Alors voici une première mini-théorie. La mélodie, en fait, elle change parce qu'au clair de la lune, c'est vraiment doucement, plus bas, doux, alors qu'une souris verte, ça va plus vite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux paramètres de mobiliser dans la même phrase. Il y a à la fois une notion de nuance avec le doux et une notion de tempo. Et c'est intéressant de sentir comme les paramètres restent solidaires dans l'analyse qu'ils peuvent faire de la différence entre les deux comptines. Et en fait, la difficulté serait donc imputée à la différence de morphologie entre les deux comptines. Mais ce qui m'a en fait intrigué dans les théories qu'il pouvait produire sur les raisons de la difficulté, c'est qu'elle portait beaucoup et essentiellement sur la différence de texte et assez peu sur des remarques musicales. Voici une nouvelle remarque. C'est qu'on ne peut pas se souvenir de deux paroles, mais après le truc c'est on dit au clair de la lune, une souris verte et on mélange les deux paroles, donc c'est un peu ça le truc qui n'arrange pas. Donc on mélange parce qu'on se souvient des deux en même temps et que c'est pas facile de se souvenir des deux en même temps, mais c'est vraiment au nom des paroles que c'est dit et il n'y a pas de convocation du problème spécifique de la mélodie. Et puis, parce que c'est amusant, une autre théorie du même ordre où, à essayer de reconstituer là où il s'est perdu, il a dû se reperdre en essayant d'expliquer.
Et aussi, Au clair de la lune, elle est plus longue qu'une souris verte, alors on est perdu, on ne sait pas. C'est, par exemple, mon ami Pierrot, alors qu'on croit, on ne sait plus où on est à la souris verte, peut-être on croit qu'on est à... Je la montre à ces messieurs, puisqu'elle est plus courte. Voilà, et puis ensuite, en leur demandant de chanter donc les deux comptines avant la consigne d'inversion entre les paroles et les musiques, en fait, on a pu donc vérifier à quel point était robuste cette façon de minimiser les intervalles, puisque donc après l'herbe, les syllabes « je l'attrape par la queue » sont sur do, si, la, si, do, si, la. Donc en fait, entre le be de herbe et le je de je l'attrape par la queue, il y a un rapport de septième, puisqu'on est au do au-dessus du ré. Donc indépendamment de l'exercice, il y a une tendance en fait à réduire les intervalles dans les versions spontanées par rapport aux versions écrites de la chanson. Alors sur la vingtaine d'enfants enregistrés, il se trouve qu'il y en a eu un qui respectait les intervalles de la partition, qui avait donc une interprétation presque virtuose de la souris verte, mais c'était au point qu'il syncopait le rythme. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Et le même. Souris verte qui courait dans l'herbe. Et qui a réussi effectivement l'exercice jusqu'au bout et jusqu'à reproduire le tout chaud sur l'amour de Dieu, ce qui est le seul donc à comme ça avoir rempli complètement l'exercice. Alors c'est aussi là que le ludique de situation va comme agir sur le principe de la réalité à l'échelle de la constitution du corpus, et que je vais quand même essayer de me raccrocher à la problématique de ce téléomorphisme de Martenot ou de l'absolutisme de sa pensée musicale pure, référence donc de la pensée pédagogique qui donne à la musique intériorisée, reproductible de manière abstraite de toute activité de lecture, une valeur supérieure au nom de son affranchissement à la technique. Mais pour me détourner de cette limite de rester sur un corpus enfantin, pour boucler, il restait à voir comment un interprète de niveau professionnel pouvait aborder ce type spécifique de difficulté, comme on a donné l'occasion d'un récent travail mené par le compositeur Greg Beller, dans le cadre du spectacle « Nous ne sommes que bouche » de la compagnie Les Cassandres autour de Dorothée Daffy. Greg Beller a justement écrit une douzaine de variations sur une souris verte qu'il a fait chanter à la chanteuse Marie Soubresse. Alors voici le thème. Donc l'exposition du thème qui vaut finalement pour rétablissement des hauteurs écrites avec des intervalles plus importants que les versions quasi démélodisées par les enfants. Et selon Greg Beller, sur l'ensemble des 12 variations, la version qui a posé le plus de problèmes d'interprétation et notamment de justesse, c'est la variation rectotonale, qui est une variation qui annule tout intervalle pour le coup, en mettant la même note à toutes les syllabes. Et là où ça a été difficile pour la chanteuse, c'était justement d'annuler complètement la mélodie. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Qu'une version donc rectotonale que les exercices donc avec les enfants nous avaient fait passer pour une espèce de solution de facilité ou de fuite de la difficulté. Donc là reste une difficulté particulière pour une chanteuse inscrite au CNSMDP et d'autant plus étrange qu'elle avait une partition alors que le recours à l'écrit est un support qui dans l'expérience avec les enfants était clairement un élément facilitateur. Je vous ferai entendre comment tout à l'heure. Alors en lui posant la question dans un entretien téléphonique que j'ai eu avec la chanteuse, Marie Soubresse expliquait « Oui, j'avais une partition, mais même en la regardant, je le fais parce que je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Je le fais, c'est-à-dire je reconstitue la mélodie originale. »
Et quand donc je lui demande à quoi elle attribue le fait que c'est plus fort qu'elle, elle répond bah, « Je pense que c'est un truc qu'on a tellement chanté, qui n'est pas passé par la case lecture, du coup j'ai beau le lire, je fais ce qui est écrit en mon corps et… » Ce qui donc en fait assez raccord avec la conception Martenot de la place de la comptine dans l'apprentissage de la musique et donc de la supériorité en imprégnation de l'apprentissage oral qui, dans le cas de la comptine, imprimerait au texte une sorte de sceau mélodique si puissant qu'on ne pourrait plus restituer le texte sans revenir aux modulations mélodiques qui lui sont attachées par la comptine. Alors j'ai demandé ensuite à Marie Soubrest s'il y avait dans son parcours d'apprentissage du chant d'autres cas que les chants sont enfantines qui présentent ce type de contrainte, une sorte de suradhésion entre texte et musique. Et elle a élargi le phénomène à, je cite, « n'importe quoi qu'on a mal appris ou des choses qu'on a chantées il y a 6 ou 7 ans avec une moins bonne technique ». Mais il reste qu'elle, dans son appréciation de la difficulté de l'exercice, elle ne mettait pas le curseur exactement au même endroit que le compositeur Greg Beller. Parce qu'elle avait mal appris la chanson, elle avait appris avec « Ces messieurs me disent » 2 fois de suite. Si bien que la variation qu'elle a eu le plus de mal à faire, c'était celle avec les changements d'ordre de parole, avec « Ces messieurs me disent » suivi de « Une souris verte ». Alors il reste, en parlant aussi avec elle, qu'entre ce qu'on a mémorisé au point de l'incorporer et ce qui est écrit sur la partition, n'est pas, encore une fois, une espèce de conflit psychique propre à la chanson enfantine mise dans une autre mélodie. Marie Soubrest témoigne de rencontrer le même genre de difficulté dans les cas de transposition, comme elle n'a pas l'oreille absolue, quand elle lit en clé d'ut 1, quand elle voit un fa ou un la, elle se dit que c'est aigu, et tout en chantant bien un fa, elle va, selon son expression, je cite, se tromper de mécanisme dans son corps du fait de voir une note qu'elle ne fait pas. Et en sollicitant à nouveau une explication, une reformulation, elle dit « dans l'aigu, on soutient plus, par exemple, ou c'est plus petit, ou que sais-je, et donc si je vois un la, même si je chante, même si je sais que je chante un fa, je vais me tromper de mécanisme. » Donc sans faire une fausse note, sans chanter la mauvaise hauteur, elle va être dans un mécanisme différent. Alors ensuite, il s'agissait de qualifier cette différence de mécanisme, et dans la suite de la discussion, suite à la variation ou le changement de texte sur mélodie maintenue paraît encore plus difficile que le changement de mélodie avec parole inchangée, Marie Soubrest opposait donc ce qu'elle appelait ce mécanisme chanteuse à un mécanisme comptine. Donc on ne chanterait pas les comptines avec le même mécanisme que les chants sur partition, ce qui relance donc la discussion de la comptine comme cas typique d'attachement des paroles à la musique, qui ne nécessiterait pas de processus analytique, et qui était donc le dernier point de discussion avec Marie Soubrest, qui se montrait assez, encore une fois, martenotienne sur la question, alors qu'on en était à conclure que la comptine a un statut particulier par rapport à un chant appris avec partition. Elle dit « bah oui, parce qu'on ne se souvient pas de l'avoir appris. Donc c'est d'autant plus dur de déconstruire, alors qu'à la limite, un air, à un moment ou à un autre, je l'ai eu sous les yeux et j'ai quand même fait un effort pour l'apprendre, c'est comme plus facile de le déconstruire, alors que là, je sais même comment c'est entré, je ne sais même pas par quelle case. » Mais dans cette réponse, elle lâche le mot « déconstruire », ce qui m'a amené à reconsidérer l'exercice que je proposais aux enfants comme effectivement un exercice de déconstruction. Et à partir de ce moment-là, l'inversion de mélodie s'établit toute seule comme critère de virtuosité. Et effectivement, la réussite de l'exercice comme motivation consistante en soi, même si elle relève d'une pensée musicale impure en tant qu'elle est dépendante de la lecture à ce stade, puisque effectivement j'ai pu expérimenter à quel point avoir le texte sous les yeux rendait beaucoup plus facile aux enfants de le chanter sur une autre mélodie. Et donc voilà le cas de notre virtuose qui syncopait la souris dans l'air, qui chante Alouette, gentille Alouette, sur l'air de J'ai du bon tabac. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête.
Alouette, chantez alouette, alouette, je te fais peur. Alors pour conclure, ou en fait boucler avec mon enjeu de départ, c'est-à-dire les opportunités créatives de l'utilisation des techniques radiophoniques en contexte éducatif, on pourrait dire que le dérèglement du mécanisme comptine peut être à la fois travaillé en tant que tel, dans le cadre d'un atelier, dans un double jeu de valeurs, ludique d'une part, mais aussi réflexive. Le fait de l'enregistrement sonore permet comme ça de donner à l'exercice non seulement une valeur documentaire, mais aussi à la difficulté rencontrée dans l'exécution de la consigne, un caractère testimonial qui projette la distorsion de la mélodie comme avatar de l'épreuve, dont la valeur est sciemment décentrée de sa réussite pour mettre en avant le vécu, y compris réflexif, du fait de chanter une comptine avec la mélodie d'une autre.